Bienvenue sur Caméléon. Je suis Anaïs, coach pour trentenaires hypersensibles. Ensemble, on explore comment mieux se connaître, s'affirmer et vivre en harmonie. À travers des conseils, des histoires personnelles et des outils concrets, je t'aide à libérer ton potentiel. Allez, tu viens ? Coucou, bienvenue. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Tu verras qu'il y a Kim qui m'accompagne. C'est une hypersensible qui est aussi manifestor en Human Design. En fait, c'était un podcast qui se voulait conversationnel entre copines. Tu vas voir que à peine ça va commencer, tu vas être plongée au cœur de l'histoire de Kim, voir comment est-ce qu'elle a aligné sa vie. Bonne écoute, profite bien. J'avais cette pensée limitante qui disait que je n'avais pas de structure parce que j'étais incapable, comme mon père, de pouvoir réviser un Kuen de Kung Fu tous les soirs pendant 5 minutes. J'étais incapable de pouvoir me tenir à un rythme sur une année, d'aller tous les samedis aller courir. Parce que mon père, c'est ça. Mon père, c'est mon modèle et tu vois, je suis vraiment impressionnée par sa rigueur et ouais, c'est mon héros quoi. Enfin, de toute façon, j'ai toujours un peu, idolâtré mon père par rapport à ça. Et idéalisé, ouais. Et le fait que j'y arrive pas, bah forcément, du coup, par comparaison, je me dis, bah, j'ai pas de structure, j'ai pas de discipline, je suis pas déterminée. Et dans cette année-là, je me suis donné un mal fou à le faire. Et cette année-là, je découvre que je suis manifesteur. Et ça m'a donné un angle complètement différent de me dire, réinvente toi-même ta définition de la structure, réinvente toi-même ta définition de la discipline. Qu'une routine, ça peut être la même chose 5 minutes tous les jours, mais ça peut être aussi une fois par mois. Et en fait, c'était le gros, enfin la prise de conscience qui, je pense, a changé ma vie, c'est de me dire, arrête de te fixer des plans à la semaine, mais fixe-le à un mois en fait, parce que bah déjà, le truc le plus simple, le plus concret que je pouvais utiliser comme outil, c'est que je suis une femme. Donc de base, je suis cyclique sur un mois. Forcément, mon cycle menstruel va faire qu'il y a une semaine où je suis un peu KO, il y a une semaine où je suis peut-être irritable, il y a une semaine où je vais être pleine d'énergie. Et tout ça, c'est prévisible. Enfin, j'ai cette chance aussi d'avoir des cycles réguliers. Voilà, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je connais aussi plein de personnes qui souffrent de pas avoir des cycles réguliers. Moi, ils sont là. Et je les utilisais pas. J'essayais de me fixer un truc qui était contre nature à mon fonctionnement. Donc voilà, me réaligner par rapport au fait que voilà, je suis une femme, que je suis manifesteur, que je me déculpabilisais beaucoup de me dire parfois la meilleure chose, la chose la plus productive que tu puisses faire, c'est de te reposer en fait, Kim. Trop Et bien. ça, ouais. Parce que, gros game changer là du coup. Ah bah, complètement. Et puis en plus, cette année-là, moi j'étais au chômage, je faisais la formation chez Ici Coach avec toi. J'avais pas de revenus, enfin, je crois que j'avais encore un peu de chômage à cette époque. Mais j'étais clairement dans une période d'hiver profond, enfin, et je suis restée assez longtemps en plus dans cette période-là, quasiment un an. Pardon, tu peux détailler ce que c'est l'hiver profond? Ouais, c'est vrai ça. Alors ça, c'est un truc génial. Enfin, moi, j'ai adoré. Personnellement, je l'utilise beaucoup. C'est un outil qu'on a découvert avec Anaïs et Morgane, notre autre partenaire de coaching dans cette formation, Oui. qui s'appelle la méthode le modèle Dodson. Donc, je crois que c'est un Américain. Et en fait, qui a mis en évidence les cycles sous forme de saison, mais aussi dans notre vie. Se dire que, bon, moi j'aime bien expliquer comme ça, c'est de se dire, on oublie que tout est cyclique dans ce monde. On a les saisons, mais on a aussi les crises, c'est cyclique. Les modes, c'est cyclique. Voilà, les femmes, on a ce truc-là aussi avec les cycles menstruels. Tout est cycle. La lune, évidemment la lune. Et le modèle Hudson, c'est un outil de coaching de se dire, bah voilà, dans ta vie aussi, tu vas avoir des phases d'hiver où ça va être long, ça va être froid, ça va être dur. Mais voilà, c'est aussi te dire que c'est des phases de transition et que plus tu vas résister à l'hiver, plus l'hiver va être dur ou long, ou voilà. Et de se dire, c'est un outil qui t'aide à accepter, bah ouais, je suis en phase d'hiver en ce moment. Mais après l'hiver, il y a le printemps. Ouais. Et ça, c'est l'espoir en fait, se dire,
parfois il y a besoin de vide pour pouvoir créer. Et ça, c'est vraiment lié aussi au modèle de manifesteur. Et ça m'a tellement accompagnée de me dire, parfois c'est dans le vide que tu vas faire germer les meilleures idées, celles qui vont te changer la vie, quoi. Et donc, voilà. Donc après, voilà, le modèle d'Hudson va t'aider à passer ces transitions de vie le plus facilement, enfin, plus sereinement possible. Je pense que ce que t'apporte le modèle d'Hudson, c'est vraiment une conscience de où est-ce que t'es dans ces saisons-là, que de toute façon, tout finit par évoluer. Donc voilà. Et moi, j'étais en hiver à ce moment-là. Et je pense que j'ai passé le plus bel hiver de ma vie, quoi. Un hiver où j'aurais pu, il y a encore quelques années, me faire des crises d'angoisse, me refermer socialement parce que forcément, t'es au chômage. Donc, quand tu sors, les premières questions qu'on te pose, c'est toi, tu fais quoi dans la vie? Et puis moi, j'ai eu des remarques. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc là, tu sais pas, t'es pas au Vietnam, mais t'es en France, mais t'aimerais au Vietnam. Enfin, en gros, t'es perdu, quoi. Et ça, je me rappellerai toujours cette phrase qu'un ami d'amis me dit. Ouais, en gros, t'es perdu. Et ça m'a fait un truc, quoi. Je me suis dit, ouais, je suis perdue. Mais je pense que c'est en se perdant que tu te trouves, quoi. C'est si tu te perds jamais, tu te trouves jamais aussi, quoi. Donc à ce moment-là, ouais, c'était pas rose tous les jours, mais cette phase d'hiver, je pense qu'elle a été plus sereine grâce au Human Design, grâce à notre formation de coaching. Et aujourd'hui, quand je vois où je suis aujourd'hui, j'ai un boulot, voilà, enfin c'est exactement le boulot que j'avais demandé, mon copain. Donc ouais, ma vie a radicalement changé. Et est-ce que tu utilises toujours les cycles par rapport du coup, au cycle menstruel? Les phases, du coup, tu dirais que semaine 1, semaine 2, est-ce que tu peux expliquer un peu Donc en fait, quand je reviens, je dis en gros, je suis dans cette année-là et j'ai besoin de mettre de structure et de discipline, de routine dans ma vie et de me dire que voilà, la routine pour moi, elle peut être cyclique aussi. Donc je me suis calée une espèce de routine en fonction des semaines de mon cycle, en me disant que l'hiver, c'est la période où j'ai mes règles, le printemps, c'est juste après, l'été, c'est l'ovulation. Et l'automne, c'est le syndrome prémenstruel. Donc c'est cette semaine. Et pour moi, le plus critique à gérer, je trouve, dans un cycle féminin, c'est le syndrome prémenstruel. Et c'est l'automne aussi. Dans les cycles de vie de Hudson, la période pour moi qui me paraît la plus compliquée, c'est la saison de l'automne. Alors que j'adore la saison d'automne. Parce que tu es encore dans un niveau d'énergie haut. Donc ton corps ou ta tête pense que tu es encore en été. Donc tu y vas, t'envoies. Sauf qu'en fait, il y a un décalage entre l'énergie que tu peux ressentir et une espèce de dégradation, je sais pas, mentale ou autre, qui arrive. Et c'est ce clash des deux, du corps et de la tête, qui fait, parce qu'après, quand t'es en hiver, t'es KO. Donc en fait, t'as pas le choix que de lever le pied. Reposer. Et l'automne, elle est tricky. Elle est vraiment tricky, cette période-là. Et c'était là où à chaque fois, je me mettais les pieds dans le tapis. Et donc, c'était de se dire, voilà, en automne, comment je fais pour gérer ça? Et donc c'était vraiment de caler des moments plaisir à fond. Genre c'était la semaine où je pouvais continuer à être un peu productive ou sortir, voir des amis, mais il fallait que j'ai un moment genre bien-être, genre je me fais un bain ou je vais faire mes ongles ou je sais pas, je vais me faire une petite session shopping. Mais il fallait qu'il y ait un moment vraiment plaisir aussi pour pouvoir contrebalancer. En hiver, forcément, il y avait des grosses périodes je m'autorisais à ne pas travailler sur le coaching. Donc ça, c'était la grosse révolution aussi. Après, c'était facile parce que je bossais pas aussi à cette époque-là. Mais en fait, ce modèle-là, aujourd'hui, je continue à l'avoir aussi en tête. Les semaines où je suis en automne, je continue à me faire des moments de plaisir, ça c'est facile à faire. Après, en hiver, j'adapte aussi mon planning. Mon planning de travail, je vais faire plus de télétravail. Et en fait, tu vois que c'est complètement adaptable à tout. Et en saison d'été, je suis multitask. Je vais être beaucoup plus en présentiel. Je vais être au bureau. Je vais prendre des cafés avec les collègues. Je vais sortir le soir avec des amis. Je vais sortir en boîte jusqu'à 4 du mat. Ça, c'est la semaine d'été si je peux, tu vois. Et des fois, bon. Mais en tout cas, si je suis en semaine d'été et qu'il y a des opportunités qui arrivent, je dis oui, je dis un grand oui, en fait. En fait, c'est plutôt un outil aussi parfois, c'est pas hyper strict de se dire bon, attends, tu me proposes une soirée de dingue, je suis en semaine d'hiver, c'est mort, quoi. Ouais. Non, je le fais des fois. Mais par contre, c'est un outil parfois quand il y a une opportunité ou un truc, un plan qui arrive, mais c'est comment l'analyser, tu vois. Et je vais l'analyser par rapport à ça. Et parfois, je me dis, ouais, tu veux y aller, mais plus pour faire plaisir, alors qu'en
en fait, t'as vraiment qu'une envie, c'est de rester à la maison en pige, regarder une comédie romantique et pleurer et rire et manger un japonais, et ben maintenant je me l'autorise parce que voilà, il y a une espèce de, il y a un outil un peu concret de me dire, c'est tangible en fait. Ton corps, il a besoin de ça, il te dit des choses, écoute-le. Ça a changé pas mal de choses, ouais. Pas C'est mal trop de bien. choses dans ma vie. C'est trop bien parce que oui, c'est vrai que même le human design, c'est vrai que c'est en lien avec l'énergie, mais aussi avec le corps et de repartir du corps et pas de la tête, parce qu'on c'est vrai qu'on est Ouais, dans une sphère où voilà, on raisonne, voilà, c'est des raisonnements logiques qu'on attend, alors que ben, ça permet à personne en fait finalement de vraiment se guider. complètement. Moi, ce que j'adore aussi dans le human design, c'est, tu vois, comparé j'adore l'astrologie, j'adore la numérologie, mais c'est vrai que j'ai un coup de cœur pour le human design parce que, je sais pas si ils en parlent dans ta formation, mais apparemment, ça viendrait du livre Les Yi-King. Et oui, Le oui, Yi-King. en fait il y en a plusieurs, mais oui, il y a ça effectivement. Enfin, ouais, tu Ça m'expliques. vient aussi de sciences modernes en fait, comme ouais, comme la Ouais. génétique. Oui, d'accord, oui, si. Le Key Euh, Genetics, là, j'ai pas encore trop investigué ce Il regarde, sujet-là. voilà, du coup, ça a un lien quand même avec la biologie aussi, Ah ouais. Ah, non, mais avec la c'est physique passionnant. quantique. Bon, mais il y a aussi, oui, le I Ching, l'art chinois ancestral, c'est ça, hein. Voilà. Ouais. Et en fait, moi, bah, le Yiking, je pense que je connais ça depuis toute petite. En fait, moi, Ah. j'ai toujours baigné dans cette culture asiatique. Enfin, on a un peu un cliché dans ma famille, mais j'adore. Enfin, on fait des arts martiaux, on fait du kung-fu, on fait du tai chi, on fait de l'énergie interne. On est à fond dans la médecine chinoise. Tu m'avais dit du Qigong aussi, je crois. Ouais, alors nous c'est plus du tai chi, mais en fait dans le tai chi, ouais, on fait des techniques de qigong. Bah, chi, en fait, chi c'est le mot énergie en chinois, et kong je sais pas ce que ça veut dire, mais enfin ouais, en fait on a plein de trucs là-dessus, et moi j'ai toujours baigné là-dedans, j'ai toute ma famille, et quand j'ai compris que c'était basé là-dessus, parce qu'en fait, quand tu vois un bodygraph de Human Design, bah, ça fait peur, mais il y a des canaux partout. Et pour moi, c'est ça vraiment, c'est comme ça que j'imagine le corps. Parce que quand tu fais de l'acupuncture, bah, tu vas placer des aiguilles sur des méridiens. Et en fait, tu vas mettre des aiguilles sur des points d'énergie, en fait. Et ces Ouais, canaux, c'est pour moi, vrai, sont représentés dans un bodygraph. Ça ressemble beaucoup. c'est Moi, vrai. j'ai des souvenirs. Enfin, dans mon club de Kung Fu, on fait pas mal aussi de travail sur les points vitaux, etc. Parce que il y a Alors, aussi les chakras dedans. Justement, les centres, ça ça, représente c'est les ça. centres énergétiques. Mais tu vois, quand tu as les canaux qui sont colorés ou pas, Oui, et bien sur ces canaux-là, enfin si tu... Parce que c'est pas vraiment un corps que tu as là, c'est une représentation mm. simplifiée du corps. Mais quand tu prends une map d'acupuncteur du corps humain, tu as des points partout. Et tu as Ok, des traits partout. C'est ça que j'adore aussi, c'est que je fais pas du kung-fu pour aller tabasser les gens. Pas du tout, c'est pas du tout la logique. C'est pour me défendre si besoin, et c'est surtout pour comprendre mon corps. Moi, j'ai pas compris ça avant très tard. J'ai fait du kung-fu, je pense à 3 ans. J'ai grandi dedans, j'étais propulsée là-dedans, j'ai jamais compris ce que c'était. Je le mm. faisais parce que c'était mon père qui en faisait et que je voulais le rendre fier. Jusqu'à 18 ans, c'était ça. Donc autant dire que c'était pas les bonnes raisons, mais quand j'y suis retournée à 24 piges, parce que je sentais que quelque chose me manquait dans ma vie, j'avais plus cette routine du sport, j'ai redécouvert mon sport, le kung-fu, avec des yeux plus matures, et j'ai compris en fait. C'était juste de vraiment allier le corps et l'esprit. Et c'est ça qui est beau dans les arts martiaux. C'est pour ça qu'on dit que c'est un art. C'est Oui, un art martial. C'est plus qu'un sport. Et quand j'ai découvert que le Human Design était basé sur le Yiking, c'est une grosse partie aussi des arts martiaux. Et ça a rendu la chose beaucoup plus concrète. Et aussi, c'est tangible, c'est quelque chose de très pratico-pratique. Ça va allier ton corps et ton esprit. C'était vraiment dans la logique, en fait, c'était la suite logique. Pour moi, c'est la suite logique. c'est énorme. Est-ce que tu peux développer un peu ton rapport au corps, à l'esprit, à l'âme? Parce que je sais que dans mon entourage, je connais peu de personnes qui allient les trois en fait. Souvent, c'est soit elles sont très dans leur tête, soit très dans leur corps. Et j'avais trouvé ça beau dès le départ, quand on s'est connus, de voir que tu avais ça. Alors, j'ai ça, c'est un grand mot. Merci de le présenter comme ça me fait très plaisir. Maintenant, quand je regarde un peu en arrière, je me rends compte qu'il y a eu des phases dans ma vie où voilà, le kung fu fait partie de ma vie. Ça m'a permis de découvrir mon corps, ça c'est sûr. Je pense que j'ai commencé déjà par me connecter à mon corps,
Quand j'étais petite, j'adorais la danse, j'adorais le kung-fu. Ce que j'adore dans le kung-fu, c'est tout l'aspect kata, donc ça ressemble un peu à des enchaînements dans le vide, donc ça ressemble un peu à de la danse. J'ai appris l'épée, donc j'ai toujours aimé ce truc d'expression corporelle. Donc ça a été une première phase. Après, quand je pense que je suis partie au Vietnam, j'ai redécouvert mon esprit en fait. Je me suis reconnectée à mon esprit, passé des soirées à refaire le monde avec des gens qui ne me connaissaient pas. Enfin, arriver avec ce sentiment de page blanche, de se dire en fait, qui es-tu, Kim, que veux-tu dans la vie? C'est vachement permis, je trouve, c'est vachement facilité par le voyage, de vivre dans un autre endroit. T'as pas besoin d'aller à 10 000 km, quoi. Enfin, tu changes de ville parfois, ça te permet de reset un truc. Le Vietnam, ça m'a beaucoup essayé aidé à me réconcilier avec ma sensibilité, avec mon émotivité, que je vivais quand même un peu comme une faiblesse en Occident. Et quand je suis arrivée au Vietnam, en Asie, j'ai très vite compris que c'était une force en fait. Là-bas, c'était valorisé, surtout dans le monde du travail, tu vois, alors que c'était l'opposé. Mais C'est-à-dire complètement. que combien de personnes, combien de fois, enfin moi ça m'est pas trop arrivé, je crois pas, je me rappelle plus, mais combien de personnes qui se cachent pour aller pleurer dans les toilettes. Là-bas, c'était valorisé. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller pleurer tout le temps, mais le fait de pouvoir sentir l'autre, de dire ah mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas, est-ce que tu veux qu'on en parle? Des petites choses comme ça. Là-bas, c'est hyper valorisé parce que en fait, le marché du travail vietnamien est hyper particulier parce que c'est plein emploi, Ok. parce que c'est un pays en voie de développement. Donc il y a plein de, c'est pas forcément des gros salaires, mais tout le monde peut trouver un emploi là-bas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ça change complètement la dynamique du marché du travail. C'est-à-dire que là-bas, c'est pas toi qui dois te vendre un employeur, c'est l'employeur qui doit te vendre le job. C'est beau. Qu'est-ce qu'il fait? Mais ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Et je pense que c'est en train de changer ici dans ce sens-là. En fait, là-bas, c'est aussi une culture issue du confucianisme. Confucius, c'était un grand philosophe, penseur chinois, et qui a notamment complètement influencé la culture asiatique sur des valeurs de famille. La Waouh. famille, la structure de la famille, les valeurs de la famille en Asie, elles sont hyper fortes. Et en fait, tu les retrouves dans le monde de l'entreprise. Ils ont compris ça, de se dire, bah, tu vas passer beaucoup de temps aussi dans l'entreprise, autant que tu passes un bon moment avec des gens que t'aimes, entre guillemets, qui te plaisent. Et donc, le job, oui, il est intéressant, le salaire, oui, forcément, ça fait partie de l'équation, mais il y a autre chose que ça. Et généralement, là-bas, quand tu as un manager d'équipe qui va devenir un peu comme un père ou une mère de famille avec son équipe, le jour où elle change de boulot, toute l'équipe le suit dans l'autre entreprise. Et ça, je l'ai jamais vu. Mais Waouh. quand on a découvert ça avec les gens de Leroy Merlin, on n'en revenait pas, on se disait mais c'est quoi ce truc de dingo quoi. Il y a une espèce de lien qui se crée, de respect, et donc là-dedans, c'est dans cet univers-là du monde du travail que j'ai vite compris que en fait, le fait de pouvoir d'avoir des émotions, de sentir les émotions des autres, d'être très empathique, c'était une qualité. Alors que je m'étais un peu brûlé les ailes dans le monde du travail à Paris, dans le corporate, dans la finance, avec ces qualités-là, moi ça avait été un peu, pas une catastrophe, mais ça avait été un peu dur, et j'étais partie un peu avec des plumes en moins, en me disant que c'était pas fait pour moi. Et là-bas, je me suis redécouvert, ok, en fait, t'es forte, quoi. Je me reconnaissais pas moi-même. Je me trouvais plus forte. Et ça avait commencé, c'est là où ça a commencé quelque chose de débloquer des idées reçues par rapport à l'hypersensibilité, je pense. C'est super intéressant ce que tu me partages et ça me fait écho dans le livre de Hélène Aron qui a fait plein de recherches sur l'hypersensibilité. C'est une des précurseurs en fait là-dessus sur le Ok. sujet. C'est une américaine, psychologue et chercheuse. Et en fait, elle pose l'hypothèse que peut-être si les gens en fait autour de nous ne nous faisaient pas ressentir notre hypersensibilité comme un problème, on se sentirait fort et qu'il n'y aurait pas de problème. C'est un peu ce que tu as Bah, vécu sans le savoir finalement, quoi, en changeant de pays, complètement. quoi. Est-ce que tu peux appuyer un peu là-dessus sur qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as perdu des plumes en corporate français? Ouais, bonne question. Mais du coup, si je repense à moi dans le monde corporate à Paris, en finance, déjà je me sentais pas à ma place. Je pense que l'alignement avec les valeurs faisait que j'avais l'impression d'être un peu, ouais, pas à ma place.
D'accord. Je pense aussi que parce que je me sentais pas à ma place, je sentais la nécessité d'avoir un masque. Donc j'étais, je pense, pas moi-même. Donc ça, c'était pas le top top aussi pour être épanouie. Et Oui. après, je pense que je me suis épuisée aussi à mettre beaucoup d'énergie dans un travail où j'avais pas de plaisir. J'avais pas forcément l'impression d'aider les gens aussi. Et après, dans l'hypersensibilité, je pense que effectivement, c'était un monde du travail, mais je pense que c'est un peu partout pareil. Hein. Je veux pas diaboliser la finance. La finance, Mhm. voilà, c'est une industrie qui change. Il y a beaucoup de belles choses, il y a beaucoup de belles personnes que j'ai rencontrées d'ailleurs dans ces milieux-là. Mais quand même, j'avais l'impression que si je montrais des émotions, ça pouvait se retourner contre moi. En fait, si je pouvais montrer un peu de vulnérabilité ou un peu de colère ou un peu de, je sais pas, d'énergie un peu négative, ça pouvait à tout moment se retourner contre moi. Ça pouvait donner des armes à d'autres personnes. Qui En les fait, j'avais un... utilisait. Ouais. Des jeux de Euh, manipulation? Enfin, c'est quoi le... ouais. Ok. Bah, le monde pro, c'est pas comme le monde perso. En fait, il y avait une énorme barrière que je visualisais, tu vois, mentale, de le monde du professionnel doit être. Tu ne dois pas être pareil. C'est pas le même game. Il faut que tu te protèges. Il faut que qu'on puisse pas t'atteindre en fait. Hmm. Et ça m'a duré longtemps. Ça m'a duré 6 ans. Et le problème, c'est que en faisant ça, sans le savoir, moi je me protégeais. Du coup, j'étais invisible. Et c'est ça aussi, je pense, la capacité d'un caméléon, c'est que tu peux te rendre aussi invisible. J'avais aucune lumière, aucun charisme, aucune aura. J'avais pas de créativité. Je me connectais très peu avec les gens. C'était aseptisé. En fait, je me nourrissais pas et en fait, je mourais à petit feu. Hmm. Parce que toutes ces choses que je viens de citer, c'est aujourd'hui des choses qui me nourrissent au travail. D'ailleurs, ça pourrait être intéressant qu'on fasse le parallèle. Enfin, du coup, moi, quand je t'ai connue en 2022, tu vivais encore au Vietnam, puis tu es rentrée Ouais, progressivement, tu as eu le chômage, et en septembre, tu as fait appel à mes services pour ouais, le coaching. oui, Et l'idée, c'était de pouvoir aller travailler en France, ouais, mais du coup, sans masque, pour être toi-même. c'est ça. C'était la demande principale, on va dire, Oui, mais en de fait, oui, l'accompagnement. bah, cette demande, elle découle tout à fait de ce que je suis en train de t'expliquer. En fait, ça a tellement fait ça a laissé une telle marque que quand on s'est rencontrés effectivement au Vietnam et quand je savais que j'allais rentrer en France, j'étais très... alors ça, c'est l'histoire de ma vie. Je suis très black and white, blanc et noir, très extrême. J'étais en mode, le corporate à Paris, plus jamais. No way! Voilà, voilà. Faut jamais dire jamais, hein. C'est marrant, hein, parce que dès que tu dis jamais, je sais pas, j'ai l'impression que je dis jamais. En fait, l'univers m'amène sur cette route-là. Et puis aujourd'hui, je suis dans du... Oui, je suis de nouveau dans du corporate à Paris. En plus, j'ai eu besoin de tes services parce que je pense que ça a réveillé une espèce de terreur en interne, de me dire je vais me replanter ou je vais me refaire absorber par la matrice. T'as plein de peurs qui se réveillent et t'as beau te dire mais t'es plus la même en fait, Kim. Il y a eu 5 ans qui se sont écoulés, t'as changé drastiquement, tu reviens avec d'autres armes, mais t'as quand même cette peur. T'as quand même cette peur et moi j'ai eu besoin de ce coaching-là pour me dire je sais que les peurs sont là, ça c'est sûr, mais l'idée c'est de quand même y aller et d'aller voir, de tester des choses. Mais c'était surtout de me créer cet espace de réflexion avec moi-même pour pouvoir analyser en temps réel. C'est ça en fait, je pense, qui est plus difficile dans ces transitions, dans ces nouveaux chapitres, c'est que parfois t'as pas assez de recul sur toi-même et ce coaching, il te le donne. Hmm. Avec un coach, tu vas plus vite. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à me redire, ok, je vais redéfinir ma place dans ces écosystèmes, qui soient alignés avec qui je suis et que je puisse aller chercher du plaisir. Et aujourd'hui, oui, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, je suis très heureuse là où je suis, quoi. Et tu es toi-même, tu es la même en famille ou au travail finalement. C'est ça, c'est ça. Donc là, ouais, la grosse différence maintenant, c'est qu'il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de distinction. Parfois, je me surprends à parler avec des collègues de ma vie privée aussi, des choses que je m'interdisais avant. C'était, Et, mais non, pas du tout. Attends, si tu parles de ta vie privée, on va l'utiliser contre toi. J'étais parano, quoi. Aujourd'hui, non, je partage. Je partage parce que c'est une manière de me connaître. Ils travaillent avec moi. hmm. Et
il faut qu'ils comprennent qui je suis. Donc parfois, je vais expliquer des choses sur ma vie et je suis très à l'aise avec ça. Et pour l'instant, ça me donne que du positif parce qu'en fait aussi, voilà, moi aussi je suis coach. J'ai toujours cette question de oui, Kim, t'es coach, mais t'es coach de vie ou coach en professionnel? Et je dis, mais en fait, vous vous rendez compte que c'est la même chose. Oui, merci de le dire. En fait, tu vois, c'est marrant, c'est la première question qu'on a à chaque fois. Mais Kim, est-ce que t'es coach de vie? Oui, oui, d'une certaine manière, parce qu'en fait, tu vas tirer des ficelles et tu vas voir que les problématiques que tu vas avoir vont parfois avoir un parallèle dans ta vie perso. Et les blocages que tu peux rencontrer dans ta vie, parfois vont te bloquer aussi dans ta vie pro. Tu es la même personne dans ces univers-là. Donc oui, pour moi, cette barrière, elle a sauté et je le vois aussi bien dans les séances qu'on peut faire avec les personnes qui vont être coachées, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Est-ce que tu dirais, parce que tu m'en avais parlé, donc je fais le lien, mais tu me dis si c'est pas ça. Tu m'as parlé que du coup depuis, tu étais dans l'affirmation de toi et dans la gestion de tes émotions. Et que du coup, ça permettait que l'hypersensibilité, elle soit vachement plus fluide et qu'il y ait des bons côtés de ça. Est-ce que tu dirais que c'est pour ça aussi que c'est ces travails-là aussi qui ont fait que là tu te sens bien dans ton équipe? Ouais, mais complètement. En fait, j'ai eu cette réalisation quand tu m'as posé la question. On m'aurait posé la question il y a 5 ans, est-ce que tu es hypersensible? Il y aurait eu zéro doute. 0 seconde de doute en disant bah oui, évidemment. Enfin, je me rappelle encore à l'époque, j'écoutais des podcasts. J'essayais désespérément de trouver des podcasts sur le sujet. J'en ai trouvé un ou deux. J'étais en besoin de comprendre cette hypersensibilité. Aujourd'hui, c'est un sujet qui a moins habité mon esprit, mais néanmoins, je pense qu'il est toujours là. Et la réalisation que je fais, c'est que quand je regarde toutes tes stories, je les trouve hyper intéressantes. Je comprends aussi que l'hypersensibilité, ça peut être sensoriel, et ça, pour le coup, je l'ai encore beaucoup. Mais à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que tu es encore hypersensible, Kim? Et c'est en parlant que j'ai compris que oui, mais ce qui m'aide aujourd'hui, c'est déjà le coaching, le human design, de comprendre mes cycles. Oui. Ces 3 outils-là, ils m'ont fait comprendre mon hypersensibilité à un niveau jamais égalé, et j'espère que ça va encore continuer loin, que maintenant, je pense que je vais moins subir mes émotions, en mode raz-de-marée, et je pense que j'avais aussi une capacité à ruminer le négatif qui était assez importante. Et maintenant qu'on a fait tout ce travail de coaching sur les pensées, c'est le jour et la nuit. Et le fait maintenant que j'arrive à mieux le gérer, j'ai l'impression que je le subis moins. Et c'est là où en fait tu te dis, tu vois, ça encore inconsciemment, je pense que j'associe encore aujourd'hui l'hypersensibilité à une espèce de soumission, de subir, tu vois. Tu vois, c'est encore là, tu vois, le travail n'est pas complètement fait. Et donc parce que je n'ai plus l'impression de subir, j'ai l'impression que je ne suis plus hypersensible, mais si en fait. C'est juste qu'aujourd'hui, ça m'aide. C'est une force, c'est un atout. Et oui, parfois il y a des raz-de-marée, et ben ouais, ça fait partie de la vie, mais je vais les appréhender peut-être un peu plus sereinement, ou en tout cas, je vais identifier, je vais me relever plus vite. En quoi ça t'aide d'avoir cette sensibilité? Je pense que déjà, de par mon métier, travailler avec des personnes, avec l'humain, je pense que c'est juste la base, quoi. Je pense que nous, les coachs, je pense on va beaucoup se reconnaître dans l'hypersensibilité. Je pense que tu as besoin d'aller sentir des choses parfois qui sont au-delà des mots. Clairement. Donc ça m'aide beaucoup. Après, c'est l'hypersensibilité par rapport à moi aussi, d'être beaucoup plus précise dans ce que je vais vivre, ce que je vais avoir besoin. Qu'est-ce que ça change d'autre aujourd'hui? Je sais pas, je pense que ça fait tellement partie de moi maintenant que j'ai un peu du mal à... Oui, je comprends. À le dissocier, tu vois, c'est ça qui est bizarre. Oui, non, mais je comprends clairement. Non, ça me rassure. Finalement, on sait plus. C'est vrai que ça fait partie de nous, et du coup, on sait plus si c'est ça qui nous permet de réussir, de comprendre des choses, d'être heureux, ou si c'est autre chose, quoi. C'est des fois en se replongeant dans les définitions de l'hypersensibilité que ça aide à se dire ah bah oui, c'est pour ça. Ouais, très clairement. C'est pour ça que j'adore tes stories, parce que du coup ça me permet ça en fait, de me dire ah oui c'est vrai, l'hypersensibilité c'est ça aussi. Merci. Donc ouais non, c'est top. Et j'aimerais te demander aussi, au niveau du couple, est-ce que ça a changé finalement dans ta vie, pareil, la gestion de l'hypersensibilité, d'apprivoiser finalement cette hypersensibilité plutôt que de la gérer, et
de l'affirmation de soi, enfin tu vois, et surtout aussi, pas que ça, mais le travail personnel que tu as fait sur toi pendant plusieurs années. Tu veux nous faire Ouais. un avant-après Bah, complètement, en fait, c'est justement, je voulais en parler aussi. C'était en fait tout cet aspect un peu caméléon. Mais je pense que c'est très lié à l'hypersensibilité en fait. Je pense que l'hypersensibilité, pardon, me permet de sentir une personne et que dans ma volonté de pouvoir connecter avec elle, de pouvoir m'adapter à ce qu'elle se sente bien. Hmm. C'est ça en fait pour moi la définition. Je pense que tous les caméléons ont une hypersensibilité quelque part parce que tu as besoin d'aller t'as Oui. besoin de connecter. Et c'est là où je me rends compte que c'est vraiment dans le couple, tu sais, on parle du miroir du couple, miroir de la relation. C'est d'avoir une relation aussi fusionnelle avec quelqu'un, ça te fait tellement grandir, mais ça peut vraiment aussi... moi je pense que l'hypersensibilité dans la relation, avant que je fasse tout ce travail, je l'utilisais très mal. Oui, peut-être tout à l'heure tu parlais de faire plaisir, justement, faire plaisir à t'en oublier notamment, ou peut-être qu'il y a d'autres Ouais. choses qui te viennent, mais... Bah, c'était un peu pareil dans le monde du travail aussi, en fait, mais dans le couple, ça a été encore plus fort. C'est que je pense que j'avais tellement une capacité à m'adapter. Puis après, j'avais aussi des idées très limitantes de vouloir être la copine parfaite, la fille parfaite, la collègue parfaite. Ça a été ça m'a suivi longtemps. Je pouvais sentir des choses, je pouvais comprendre ce qu'on attendait de moi, mais je me fondais dans le truc à 100%. Et ça a été un peu mes histoires de relations, surtout que j'ai été en relation longue, très jeune, à partir de 17 ans, jusqu'à mes 26 ans non-stop, avec bon, 2 personnes différentes, mais quand même c'était assez significatif, et je pense que ça m'a fait exploser à un moment donné, parce que je me suis réveillée un matin, où en fait mon corps me disait mais faut que ça s'arrête en fait, et j'arrivais pas, j'étais complètement dans le déni mental, et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fini par partir. Le problème c'est que les personnes, je peux rien leur reprocher. Ces personnes avec qui j'étais, elles étaient aimantes, elles étaient bonnes. Je suis encore en très bon... Enfin, j'ai pas de problème aujourd'hui, on est en contact. Mais c'est juste que je ne savais pas gérer, je ne savais pas me gérer moi-même. Mes émotions, ma capacité d'être un caméléon. Et donc, j'en ai perdu mon identité. En fait, dans ces phases de vie où tu te crées, je me suis réveillée à un moment, à 25 ans, ne sachant plus qui j'étais. C'était fort, quoi. Enfin, j'ai mis du temps et c'était une claque. Le jour où je me suis rendu compte que, mais qu'est-ce que tu aimes vraiment, Kim? Comment t'aimes t'habiller? Qui sont tes amis? J'avais l'impression d'être la copine d'eux. Ouais. J'étais pas Kim, j'étais la copine d'eux. J'étais dans un univers où je m'étais complètement intégrée, absorbée, mais d'une facilité inouïe. Mais j'en avais totalement délaissé mon univers à moi, quoi. Et ça a été la grosse claque. Et de là, tout a découlé. C'est là où j'ai décidé de partir au Vietnam. J'avais besoin de me retrouver seule. J'avais besoin de... et encore une fois, je mets la responsabilité que sur moi aussi. Oui, bien sûr, un environnement a pu faire que, mais je me suis aussi complètement laissée emporter par cette faculté du caméléon. Et aujourd'hui, ce qui est très important pour moi, c'est de me dire, ok, quelle est mon identité? Quand je disais s'affirmer, assertivité, etc., tout le travail de coaching m'aide à ça aussi. Et de se dire, bah voilà, qui je suis, mais tout en gardant cette capacité d'adaptation, c'est-à-dire que j'adore de pouvoir aussi bien connecter avec des hommes que des femmes, de plein de milieux sociaux différents, de plein de cultures différentes. Et je pense que ça m'a toujours habité. Ça fait une grande ouverture d'esprit, souvent l'hypersensibilité aussi. Ouais. Pour moi, c'est magnifique, c'est explorer le monde. Moi qui adore le voyage, mais des fois, juste de parler avec une personne, c'est un voyage. C'est magnifique. Et donc du coup, c'est plus une peur. C'était juste qu'avant, je savais pas utiliser la machine. Aujourd'hui, j'ai une vision du couple qui est complètement radicalement différente aussi. Je pense que j'avais aussi pris la voie d'un schéma de couple très calqué sur mes parents, forcément, qui sont encore ensemble aujourd'hui, qui s'aiment, qui sont un exemple pour moi et pour plein d'autres personnes. Dans ce couple un peu fusion, pour moi, c'était ça le mode d'emploi. Je me rends compte que c'est un peu moins ce qui me parle aujourd'hui. Pour moi, il y a le couple, mais il y a aussi tout cet écosystème qui t'entoure, il y a tes amis, il y a ta famille. Et j'avais un peu une tendance à mettre mon partenaire sur un piédestal, en oublier tout ce qu'il y avait autour. Aujourd'hui, je me rends compte que non, j'ai besoin de cet écosystème autour de moi et de me dire que c'est pas possible qu'une personne puisse répondre à 100% de tes besoins. Merci de le dire. Mais mettre ce poids sur les épaules de quelqu'un, c'est horrible. C'est vrai. Et moi, je pense que inconsciemment de m'être dit aussi qu'il fallait que je puisse remplir 100% des besoins de mon partenaire. Mais c'est une pression, c'est complètement... c'est pas réaliste du tout. Et voilà, maintenant j'essaie de... c'est plus qu'essayer, maintenant c'est vraiment un mode de vie. J'ai besoin du temps pour moi, toute
toute seule. Exactement. Puis c'est aligné manifesteur, ça. Ah oui, en plus j'ai la ligne de ermite. Donc ouais, j'ai des périodes d'ermitage. Je me suis réconciliée avec le fait d'être seule, parce qu'avant j'aimais pas trop être seule. De toute façon, quand t'enchaînes des relations longues comme ça, c'est qu'à un moment tu fuis aussi peut-être une confrontation avec soi-même. Maintenant j'adore être seule, et c'est pas contre mon copain ou mes amis, c'est juste besoin de me ressourcer. Donc ça c'est très introverti aussi dans l'énergie. J'ai besoin de temps de qualité avec mon partenaire, en tête à tête, des temps de qualité. J'ai besoin de temps avec mes amis, seule. Oui. Seule avec mes amis, ça c'est important aussi. Et après, ça peut être aussi du temps avec nos amis, avec mon partenaire. Et c'est là où j'ai une espèce d'harmonie du coup dans cet écosystème-là. Et ouais, le caméléon, ça me permet ça aussi. Ça me permet de me dire aussi, j'ai des groupes d'amis qui ne se ressemblent pas du tout. Et ça, c'était une source de questionnement aussi. Je rêvais plus jeune d'avoir une espèce de, comme les garçons, espèce de bande de mecs. Pareil. Tu te retrouves tout le temps. Enfin, c'est eux, quoi. J'ai jamais eu de bande de potes. J'en ai eu une au moment où j'étais au Vietnam. Bon, voilà, maintenant, on est tous un peu éparpillés dans le monde. Donc, j'ai connu quand même ces sentiments de tribu. Mais sinon, j'ai des connexions avec des personnes complètement différentes qui, du coup, ne peuvent pas faire groupe. Et ça me nourrit à un point. Et pour moi, c'est lié au caméléon. C'est au caméléon, c'est qu'il y a des personnes, c'est très différent de toi, mais il y a un truc qui se passe très profond. Et ça c'est de l'or en barre, comme on dit. En question, j'avais envie de te demander quelque chose sur la vulnérabilité, en fait. En quoi c'est une force pour toi maintenant de te montrer vulnérable? D'accord, bonne question. Alors, pour moi, c'est une force. J'ai deux éléments qui me viennent en tête. Premièrement, parce que je pense que dans cette vie, dans cette incarnation, on est venu pour expérimenter la vie avec les autres. Et que donc, nos relations avec chaque individu est un échange énergétique. Pour moi, la vulnérabilité, c'est une générosité. Pour moi, la vulnérabilité, c'est un cadeau à l'autre. Pour moi, la vulnérabilité, c'est une force incroyable de donner à l'autre. Pour moi, les gens vulnérables, c'est les plus forts. Les gens vulnérables, c'est les plus généreux, c'est les plus courageux. Une vulnérabilité, c'est en train de changer, d'ailleurs je suis contente, c'est moins vu comme une faiblesse, parce qu'on sait mieux accueillir la vulnérabilité aujourd'hui aussi. La vulnérabilité, c'est pas forcément vouloir donner un conseil tout de suite. Vulnérabilité, c'est aussi juste de l'entendre. Et de le verbaliser, alors c'est ça aussi que je voulais dire, qui est hyper important pour moi et peut-être pour d'autres personnes, c'est que pour moi, tout passe par les mots. Les blessures passent par les mots. La guérison passe par les mots. L'amour passe par les mots. Les disputes passent par les mots. En fait, les mots, pour moi, la verbalisation, c'est un peu ce manifesteur. On a le chakra de la gorge qui est connecté. Tout passe par là. Mais j'ai compris après. Parfois, de juste pouvoir verbaliser une vulnérabilité, c'est déjà 50% du travail. Donc ça, ouais, je pense que déjà... Et aussi de nous éduquer tous ensemble, de se dire... parfois, la personne a juste besoin d'être entendue et pas qu'on lui apporte des solutions. Oui. C'est une présence, c'est un cadeau voilà, énorme. Et aussi de se dire, parfois, entendre la vulnérabilité des autres, c'est une forme d'inspiration aussi. Et c'est aussi une forme de réaliser que, oui, peut-être que t'es en hiver en ce moment. Mais voilà, assume l'hiver, mets des mots dessus, parle-en autour de toi, rends cette chose, cet hiver réel. Et moi, je sais que je l'ai fait avec mes parents. Le jour où j'ai commencé à expliquer à mes parents ce que je vivais, ça a changé tout pour moi. Je gardais tout dans ma tête. Sauf qu'en fait, les gens ne comprennent pas ce que tu vis. La vie, c'est une perspective. On a tous une vision différente de notre réalité. Et juste de partager ça, cette vulnérabilité-là, de partager ça, c'est connecter un niveau d'intimité avec quelqu'un qui est pour moi la plus belle preuve d'amour. Ça fait des frissons, tes explications sur la vulnérabilité. Merci. Merci. C'est beau, j'adore. Je pense que, et ceux qui me connaissent le savent, je pense que je me sens jamais autant aimée par quelqu'un quand elle me partage sa vulnérabilité. Pour moi, c'est une place spéciale. C'est pour moi la plus belle preuve d'amour. Ouais. C'est vraiment ça. Merci énormément. Très intéressant. C'est marrant parce que j'ai l'impression que tout ce que j'ai dit, c'est des choses qu'on a déjà évoquées en coaching. Et du coup, ça résonne c'est tellement vrai. Enfin, tout ce que j'ai dit, je le pense tellement fort. Et c'est marrant parce que ça a été
se sont un peu enchaînés de manière hyper fluide dans cette conversation. Et ouais, je pensais pas que ça serait aussi simple de tout dérouler, tu sais, le fil de la bobine. C'est très top. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as pris plaisir autant que nous, on a pris plaisir à organiser cette interview. Et si la transformation de Kim te fait envie, n'hésite pas à revenir vers moi parce que c'est toujours d'actualité, ces accompagnements en one-to-one. Et je le fais avec beaucoup d'amour. Voilà, bonne journée à toi!